Passons à un Marseillais. Oui, c'est Zidane qui plante le Real. Florentino Pérez cherche évidemment son successeur. Des refus des coachs de premier plan. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Pochettino, Allegri, Lowe, Klopp ont refusé. Du coup, la piste Mitchell, ancienne légende du club quand même. Les anciens coachs de l'Olympique de Marseille prend un peu plus d'épaisseur. C'est As qui nous donne cette indiscrétion. Attention. Comment ? Attention quand même. Attention, oui. Attention quand même. 6 jours après le départ de Zidane, peut-on dire que Zizou a joué un bien vilain tour au Real Madrid finalement ? Non, pas du tout. Non, Ah, pas si, du tout. moi, Pas je du dis tout. non. Bah oui. Alors, c'est quoi votre lecture ? Non, ma lecture, c'est, bon, il a fait un dernier coup de boule, mais il a réfléchi, il a fait une panenka. C'est un entraîneur sans laisse, sans collier, libre de penser, d'accord. Il pense qu'il n'était plus l'homme de la situation, tout ça, je l'entends. Et qu'il faut un nouveau modèle d'autres personnes. Et lui, il n'avait pas envie de nettoyer le vestiaire, puisqu'il avait ses grognards, ses joueurs. Ça, je peux le comprendre. Mais l'annoncer, je dirais après un triplé. Et pour un président, je me mets à sa place, en même pas l'espace de 6 jours, d'ailleurs vous rigolez quand on parle de Michel, ça va être très compliqué, si tardivement. L'idéal, c'est quand quelqu'un veut te quitter, même si, je termine, même si Zidane, il n'a pas eu cette réflexion 48 heures après la finale, ça macérait, c'était sûrement en lui déjà depuis 2-3 mois. Je n'ai pas tout, les problèmes avec Pérez, le recrutement, ses interventions. Mais à un moment donné, je pense qu'il aurait été préférable peut-être qu'avec Pérez de lui dire, à la fin, je vous dirai si je vais partir. Partant, il a le droit, mais c'est compliqué. Vous n'avez pas été convaincu ça va être très dur pour le successeur. C'est vrai que c'est embêtant d'entraîner Real Madrid. Il y a quand même des candidats qui doivent se dire, oui, quand même, entraîner un club aussi génial. Donc franchement, ils vont pas y aller. Non, ils sont pris. Ils sont menacés par la DNCG. Et alors si ils sont pris, s'il est éliminé par le PSG, donc le Real le fout à la porte. Et là, le Real se dit qu'il lui fait un mauvais coup ou pas ? Non, il l'aurait pas mis à la porte. Non, mais il aurait peut-être mis à la porte le coup suivant. Donc ça marche dans les deux sens. Quoi. Les entraîneurs peuvent se faire virer comme ça, comme des malpropres. Et lui, il n'aurait pas le droit au terme d'un triplé. Après remis sur le toit du monde. C'est pas qu'il a pas le droit. Je t'ai dit qu'il avait. Il a tous les droits. Je t'ai dit qu'il a tous les droits. Il a tous les droits. J'ai pas dit qu'il avait pas. Je te dis simplement pour un président et cette institution de ce niveau-là. Ils vont lui bon, dans toutes les grandes. Alors écoute-moi. Dans toutes les grandes boîtes dans lesquelles vous travaillez, dans toutes les grandes boîtes dans lesquelles vous travaillez et d'autres, il vaut mieux prévoir un peu l'avenir. Quand tu perds un homme de cette qualité, quand tu perds un homme de cette qualité, qui est triple, qui tient le vestiaire, qui tient l'équipe, même si tu as eu à un moment donné l'envie de dire s'il n'a pas de résultat, c'est compliqué pour le Real, pour l'institution, pour les supporters, ils ont le droit d'être inquiets. S'ils le font avant, ils vont pas en Ligue des Champions, ils vont pas en finale. Philippe et Nabil, il est malhonnête, Eric, parce que dans un des argumentaires de Zinedine Zidane, c'est justement préserver son club pour l'avenir, parce qu'il avait compris que c'était terminé avec... Pardon ? Il plante pas. En préservant lui-même. Je te donne un exemple de plantage, moi. Pourquoi il plante ? Là, quand Gourcuff, il va prendre la sélection algérienne et il se tire en plein milieu, ça, c'est un vrai plantage, parce que depuis, c'est un cauchemar. Voilà. Ok, quand on s'engage, on va pas au bout de ses engagements. Non, mais ça, c'est un exemple. Non, mais... Il plante. Et pourquoi ? Mais non, il plante pas. Mais non. Et il peut pas le dire. Pourquoi il peut pas le dire ? Et parce que Luis Enrique, le dernier à avoir annoncé au cours de saison qu'il s'en allait, il permet une remontada, au tour suivant, il se fait défoncer. Faut être sérieux, Qu'est-ce qui vous dit qu'il sera allé en finale s'il leur dit en janvier, bon les gars, moi c'est terminé, moi dans 6 mois je m'en vais. Les gars ils sont démobilisés. Juste une chose pour lui rafraîchir la mémoire. Luis Enrique 2015, il fait le doublé, championnat Coupe d'Espagne, mais vous vous en foutez, il part avec 8 titres. Il annonce avant. Et ça te permet quand même de pouvoir choisir. Ne dis pas qu'en partant comme ça, en claquant la porte, c'est facile pour le Real. Parce que les grands entraîneurs, ils ont signé ailleurs déjà. La preuve, c'est faux. Coutez, il est libre. Sarri, il y a moyen de le prendre. Pochettino, il y a qu'à payer la clause. Donc là, les infos comme quoi personne ne veut venir, j'y crois pas une seconde. Ok, mes amis, on va revenir avec... On en parlera aussi après. Hervé Penaud et Philippe Sanfour sur Zidane qui plante ou pas le Real. Dans quelques minutes, la suite des débats. Je vais vous planter. L'équipe du soir. Zidane enflamme le plateau. Zidane plante le Real. C'était un truc terrible. Juste avant, c'est pas le maillot de Zinedine. C'est le maillot d'un héros bordelais, Johan Mikou, vainqueur du championnat en 99. Il vous l'offre
encore faut-il avoir un compte Twitter. Ah oui. Vous allez sur le compte Twitter de l'Équipe du Soir, vous tweetez, vous retweetez, vous followez, tirage au sort aux alentours de minuit. On est ensemble en compagnie, je ne sais pas si vous êtes aperçu, il y a Éric Blanc qui est là ce soir, je sais pas, il a été un peu tranquille durant cette première mi-temps. Je suis surpris. Nabil Gélit, Dominique Sévrac, vous venez de prendre une leçon de football par Éric Blanc. Voilà, et vous faites lever de la victoire un peu benoîtement. Oui, benoîtement. Je trouve ça... Mais moi, on me plante pas, moi. Je me prends Philippe Sansfourche et le président Penaud. Jeudi dernier, Zinedine Zidane prend tout le monde, on va dire, à contre-pied, en disant qu'il s'en va du Real. Il avait évoqué ceci, les raisons, c'était un peu l'usure du pouvoir. On va l'écouter. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesita otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión. Bon, le plan est bien parce qu'on voit Zinedine Zidane et on voit son patron, le président du Real, Florentino Pérez, depuis 24 heures. Il y a la presse espagnole, il y a même la presse anglaise qui s'y met et qui nous sortent peut-être des sujets de désaccord entre les deux hommes qu'on vient de voir en conférence de presse. Alors des accords, on va dire classiques, avec Zidane qui voulait Hazard, Pérez n'en voulait pas, Pérez voulait lui De Gea, mais Zidane n'en voulait pas. Autre point de tension, enrôler un gardien remplaçant. Zidane pense que son fils faisait l'affaire. Il y a autre choix. Ça me paraît plus incroyable. Cet hiver, vendre Ronaldo. C'était le souhait de Florentino Pérez. Et privilégier Gareth Bale. Ça me paraît assez... C'est le Sun, là, qui a fait ça, non ? Non, mais au-delà, finalement, ces petits exemples. Là, on nous a vendu l'histoire de Zidane, on ne peut plus gagner, tout ça. Est-ce que non ? La vraie raison, c'est qu'il est rancunier, Zidane. C'est qu'il ne tolère pas un peu d'ingérence de son président. Hervé Penaud. Oui, non, je ne pense pas du tout. J'en ai parlé avec Frédéric Hermel, qui connaît à la fois Zidane et Pérez très bien, qui est le spécialiste, le grand spécialiste, et le Real parfaitement, qui est le grand spécialiste, évidemment, du Real. Et il a eu Zidane au téléphone après. Et que lui a dit Zidane, il lui a répété exactement la même chose. Le problème, c'est qu'à un moment, il a senti qu'il pourrait peut-être plus gagner. Et c'est la seule raison qui l'a poussé à faire ça. Donc il s'en va. Il faut pas oublier une chose très importante, c'est que Pérez, effectivement, voulait peut-être certains joueurs au mercato d'hiver, et qui a eu le dernier mot ? C'est pas Pérez, c'est Zidane. Donc ça veut dire qu'il y avait un respect mutuel incroyable. Et Frédéric m'avait toujours dit à l'époque, même s'ils sont éliminés par le Paris Saint-Germain, il ne sera pas viré. Sauf évidemment si vous prenez 12-0, mais sinon il ne sera pas viré. Parce que tellement la confiance était forte entre les deux. Alors moi c'est pour ça que, à cette question, je suis assez d'accord avec Eric. C'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'il soit parti, ça absolument. Mais par rapport au Real, évidemment que d'une certaine manière, vous les pourrez planter. Excusez-moi, donc Zidane s'en va parce qu'il peut plus gagner. Faut plus qu'il redevienne entraîneur, hein, parce que franchement, par rapport. Est-ce qu'il en a envie? Non, mais c'est quoi ce délire? Zidane, c'est un homme avec un plan de carrière. Tout est pensé, tout est millimétré. Il y a un clan, il y a une industrie Zidane autour de lui. Tout est pensé. Alors. Évidemment, il ne pouvait pas imaginer. La défaite est inhérente au métier d'entraîneur. Non, mais tout à fait. Mais non, mais c'est pas ça qu'il a expliqué. Ce qui est certain, c'est que le fait qu'il soit au bout d'une histoire avec son groupe et qu'il n'ait pas forcément envie d'être dans la reconstruction parce que il a peut-être pas le sentiment qu'il va avoir les outils, les leviers disponibles. Et est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il est prêt dans sa construction d'entraîneur pour ça? Est-ce que c'est un rôle qui lui sied? C'est pas certain. Peut-être qu'il est conscient aussi de ses faiblesses. C'est un homme quand même. Demi-dieu, mais c'est un homme. Donc dans sa construction... C'est un dieu plus qu'un homme. Non, je pense qu'il avait anticipé, et je pense que ça date pas d'il y a 3 semaines ou d'il y a 1 mois, je pense que ça a 6 mois. Il s'est dit, le scénario idéal, c'est que j'aille au bout en Ligue des Champions, et là, ça ne fait plus un pli. Quoi qu'il arrive, qu'on me propose Neymar, Hazard, qui vous voulez, je pars. Alors, en ce sens, est-ce qu'il plante le Real? Je sais pas, mais on est tellement habitué au schéma inverse que pour une fois, on va quand même pas plaindre le club. Non mais faut arrêter, je sais pas ce que vous grimacez, Nabil. Non mais déjà, faut arrêter, faut être sérieux. Quand tu dis plante le Real, tu penses qu'ils n'ont pas discuté avec son président? C'est un garçon respectueux, Zinedine Zidane. Il a assez vu la tête de Pérez, il le vit mal sur le coup, forcément, parce qu'il est confronté à la réalité. Et ensuite, pour terminer, on vient de créer un nouveau concept ici. Tu gagnes 3 Ligues des Champions, mais tu plantes quand même ton club. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs, qui seraient intéressés par un entraîneur qui gagne 3 Ligues des Champions et ensuite qui seront plantés. Excusez-moi, le président Penaud, pour conclure. Voilà.
Le gros problème avec Zidane, c'est effectivement dès qu'on utilise un verbe pour le coup planté qui semble violent. Donc on dit tout de suite on attaque une icône. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ce qu'il a fait avec le Real, il a pas bien travaillé. Il est exceptionnellement bien travaillé. Ce qu'il a fait, c'est magnifique. Simplement, mets-toi du côté du Real. À partir du moment où ils ont appris ça, ils sont menacés par la DNCG. Ils vont être relégués. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour recruter. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour acheter un entraîneur. On parle du Real. Est-ce que tu peux comprendre quand même que du côté du Real, c'est un coup dur de laisser partir celui qui t'a apporté 3 Ligues des Champions? Si ça tu le comprends pas, garder le mec qui le sent pas, c'est une bonne idée. Et il était en contrat jusqu'en 2020. Arrête avec tes contrats. Eric Blanc, vous êtes sorti comme ça du bois et je vous avertis. Dembélé sans défense. Ousmane Dembélé était présent aujourd'hui en conférence de presse à Clairefontaine. Il a été interrogé, il a dû avoir un grand oral sur quoi? Sur le repli défensif d'un attaquant moderne en équipe de France. Écoutez-le, Ousmane Dembélé, qui est prêt à défendre. Peu du bout des lèvres. Et à un moment, il a été relancé. Vous allez l'entendre, la voix, là. On y va. Attends. Non, le coach nous a dit de beaucoup travailler sur ça. Voilà, il nous a dit de bien revenir dans le bloc et puis de travailler aussi un peu, pas revenir jusque dans la surface, mais voilà un peu le repli défensif. Mais on travaille sur ça depuis quelques semaines, depuis le début du stage même. Est-ce que tu prends du plaisir à défendre ou est-ce que tu fais parce que t'es contraint? Est-ce que tu arrives à prendre du plaisir à faire ça? Prendre du plaisir, je sais pas, mais non, c'est pour l'équipe, c'est pour aider tout le monde. Et puis non, je prends du plaisir, je vais le dire, à défendre, comme ça c'est plus facile. Et puis je suis obligé de défendre pour l'équipe, je veux pas tricher, je veux pas ne pas revenir sur le repli défensif, mais voilà, c'est bon pour l'équipe et voilà, je suis là pour aider l'équipe. Ousmane, tu dis donc que tu prends du plaisir à défendre. Contre l'Italie, c'est pas forcément de ce point de vue-là que tu t'es le plus singularisé. Est-ce que du coup, t'as pas vraiment écouté les consignes du coach là-dessus, sur le repli défensif? Pas toujours en tout cas. Non, pas toujours, mais je l'ai fait quand même. J'ai défendu un peu, donc voilà, je fais ce que le coach me demande. On a beaucoup travaillé sur ça. Puis il m'a dit de bien me replier, de bien défendre pour mieux attaquer. Pour être vraiment honnête, est-ce qu'on peut être le meilleur possible devant, en attaque, dans tes fonctions d'attaquant, si on est obligé de défendre tout le temps? Oui, je pense. Peut-on bien défendre quand on a, je m'en veux, pas envie, ou pas tellement envie? Ce que j'adore, c'est qu'il veut plaire à son entraîneur. À partir du moment où vous n'avez pas envie, vous allez mal le faire. Ouais. Pardon, est-ce qu'on peut juste, sur la question, vous êtes à peu près d'accord, c'est à peu près le ressenti que vous avez d'Ousmane Dembélé, ou alors c'est le feu croisé des questions journalistes qui rend un peu le... Non, il est touchant, il est très touchant. Il est très touchant. Il est jeune. On est bien d'accord, on sent qu'il n'a pas forcément très envie de défendre. Son jeu offensif n'est peut-être pas non plus encore abouti. Il faudrait déjà qu'il finisse par achever ça. Parce que parfois, j'ai trouvé qu'à Nice, contre l'Italie, il aurait pu jouer un peu plus avec les autres. Il a un talent individuel exceptionnel, mais peut-être que dans le collectif, il peut s'améliorer. Donc j'ai envie qu'il achève déjà cette partie-là avant qu'on parle de ses replis défensifs. Mais ça fait peut-être partie du bagage. Tout le monde ne défend pas toujours. Voilà, il faut qu'il progresse. Moi, je ne le veux pas du tout. Il en est à un stade de sa progression où il a encore des petits défauts. Attention, mes amis. Vendredi, à Nice, face à l'Italie, on a du Dembélé. Pas donc un grand, on va dire, défenseur. Mbappé, pas toujours très rigoureux, on va dire, dans son placement défensif. Donc on a deux joueurs d'attaque qui ne sont pas forcément des bons défenseurs. Est-ce que quand même cette question centrale, là, si on se met à la place de Deschamps, va falloir peut-être... Lloris aussi. Ouais, je pense que le capitaine n'a pas envie de voir ça. Ça pose la question de Pogba surtout. Non, mais tu as d'autres équipes aussi où ce ne sont pas que des spécialistes. Ils sont allés en finale de Coupe du Monde avec une défense en bois, c'est l'Argentine. Mais quand tu as Di Maria et Messi, Di Maria, il défend quand il en a voulu, quand il veut, pas tout le temps. Messi, Di Maria, Dembélé, Mbappé. Et non, voilà, non, je vous donne. Ouais, mais tu fais l'équipe pour Messi, pas pour Dembélé. Le Brésil, Neymar, c'est pas un foudre. Gabriel Jesus, il peut défendre, mais non plus. Et l'autre, à William qui peut défendre.
ces trois-là, arrêtons de dire, je pense que tu peux gagner. Le problème, c'est que si tu as ces joueurs-là et qu'ils oublient parfois de redescendre, ça pose problème. Et après, c'est ton milieu. En bloc aussi, si tu joues haut, plus tu joues haut, moins tu as des retours aussi à faire. Moi, je veux bien que les attaquants défendent sans arrêt. Mais après, on parle, ils n'ont pas assez de lucidité, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas assez de cela, ils n'ont pas assez de fraîcheur. Ouais. Donc, moi, qui participe au travail collectif, oui. Et d'ailleurs, une chose, quand les feignants se mettent à bosser, tu les arrêtes plus. Donc, il a de la marge. Okay. Et Dembélé, je l'ai quand même vu se replier de temps en temps avec le Barça dans les grands matchs. Oui, en l'occurrence, Chelsea au match retour. Loris a envoyé un message vendredi dernier du côté de Nice après cette victoire contre l'Italie. Écoutez-le, fait passer un petit message. Il faut également qu'ils soient, même s'ils ont fait les efforts, mais encore plus concentrés, disciplinés sur le plan défensif, parce que voilà, au plus haut niveau et lors de la Coupe du Monde, on ne pourra pas gérer les efforts, il faudra être prêt à tout donner sur 90-95 minutes. Par principe, l'équipe de France a toujours été très forte et compétitive dans les grandes compétitions lorsqu'elle a pu s'appuyer sur une base défensive très solide. Donc il faut également en tenir rigueur. Au très haut niveau, on ne peut pas gérer les efforts. C'est ça le mal de l'attaquant, c'est que voilà, il défend un peu quand il en a envie, mais il pense toujours au coup offensif à jouer. Il n'est pas totalement dans l'implication collective de l'équipe. C'est le maillon faible, le Dembélé, c'est le plus jeune, on sent que c'est un garçon. Maillon faible en termes de repli défensif sur les trois devant. Je veux dire, Dembélé, il est né pour foutre le bordel dans les 30 derniers mètres. Il n'est pas né pour défendre. C'est comme ça. Quand on le recrute, quand les cellules de recrutement, ils vont regarder, si vraiment il s'attachait à regarder le repli défensif, personne ne le prend. Il est né pour faire la différence dans les 30 derniers mètres. Il y en a très peu, tu l'as très bien dit. Nabil, donc est-ce qu'à terme, il y aura un choix terrible de Deschamps, c'est soit Dembélé, soit Mbappé. Si tu gardes ces trois-là, Griezmann... Non, tu peux avoir Matuidi, Tolisso et Kanté, et tu peux dire, c'est une attitude d'équipe en fait. Non, mais c'est une attitude d'équipe. Excusez-moi, vous êtes en train de montrer France Football. Je suis en train de montrer France Football parce que je rebondis sur le débat. Parce que si tu restes sur ces trois-là, effectivement, il faut un équilibre. Et un éventuel dégât collatéral, puisqu'il va forcément y penser. C'est Pogba. Ça peut être Pogba parce qu'il est en question. Voilà, mais je dis pas que ça va être ça. C'est une attitude sans fourche. Personne n'a encore évoqué le nom des arrières latéraux là. Et c'est pas un hasard si le jour où il titularise Dembélé et Mbappé, Pavard et Hernandez plutôt que Mendy et Sidibé. C'est aussi pour ça. Ça paraît très clair. Je veux dire, de latéraux qui défendent plus. Oui. Donc je pense qu'on aura l'occasion, peut-être moins souvent, mais on aura l'occasion de voir Dembélé et Mbappé ensemble, et vous verrez que quand vous les verrez ensemble, vous verrez aussi... Ouais, non mais l'histoire des latéraux aussi, c'était lié au temps de jeu, et puis tu pouvais pas donner deux matchs de suite à Mendy. Mais Didier Deschamps a quand même eu un discours qui est très inhabituel sur les libertés, parce que là, il est en train d'insister parce qu'on l'a titillé sur les consignes du coach pour défendre, mais Didier Deschamps, c'est la première fois que je l'entendais donner autant de liberté à ses joueurs pour en fait faire un peu ce qu'il voulait. Il est déjà trop tard pour faire parler le président Penaud. Il n'est jamais trop tard pour parler dans l'équipe du soir. Vous voulez entendre les vérités, les dossiers noirs sur le football français ? Un peu survendu, hein. Je vous donne rendez-vous juste après la pause. On aura un débat où Rico Blanco de La Plata sera peut-être seul contre tous. Donc ça s'appelle Messi Money Time. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose-là ? Il y aura un duel, peut-être avec Rico ou peut-être pas. Tout l'intérêt de suivre l'équipe du soir. C'est bon. À tout de suite. Je vais pas te planter. De rien. Non, mais... Messi Money Time, le débat de la semaine. Messi, il nous est amené sur un plateau par Gaïska Mendieta, l'ancien stratège de Valence. Pour le milieu de terrain, Messi n'a pas besoin de gagner le mondial, non, pour être considéré comme le plus grand. Vous avez un doute ? On écoute Mendieta. Absolutamente no. Creo que lo ha demostrado, lo lleva demostrando años al nivel que viene jugando. No hace falta ganar un mundial para saber y para admirar a un jugador que es historia viva del fútbol mundial y que está entre los grandes. Alors d'accord ou pas d'accord avec Gaïska Mendieta ? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Domenico Sivacco, vous êtes d'accord avec Gaïska Mendieta. Nabil, vous n'êtes pas d'accord. Dominique, vous êtes surveillé de près par Eric Blanc qui est en face de vous. Vous êtes d'accord ? On y va, vous avez la main. Non mais je croyais que c'était une émission sérieuse. Si c'est une émission pour rigoler et qu'on a invité Philippe Sansfourche pour faire des grosses têtes, faut nous le dire. Vous pensez quand même pas que c'est la Coupe du Monde qui va changer la vie qu'on peut avoir sur Messi.
Vous pensez quand même pas que ces 2 matchs ratés ou 3 matchs ratés, ou parce que l'Argentine passe à côté du mondial, qu'on va remettre en cause le niveau de Messi par rapport à tout ce qu'il a fait. Il a 31 ans, je crois qu'on sait maintenant quel joueur il est. Il est un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a marqué l'histoire du football. Il a laissé une trace exceptionnelle dans l'histoire du football. Vous allez quand même pas remettre en cause Messi pendant cette Coupe du Monde. Ce serait fou. Ce serait complètement malade. Lionel Messi a une occasion unique avec cette Coupe du Monde de devenir le plus grand joueur de l'histoire. Va-t-il impacter, influer sur une équipe d'Argentine comme l'a fait Diego Armando Maradona en 86? Maradona avait aussi brillé à Naples. Aujourd'hui, Lionel Messi, c'est un joueur de club. Il n'a ni gagné la Copa América, ni gagné une Coupe du Monde. S'il veut s'inviter à la table de Zinedine Zidane, Diego Maradona ou Pelé, il faut gagner la Coupe du Monde. Sinon, il y aura toujours un doute, non pas sur sa qualité, mais le fait d'être présent lors des grands rendez-vous. Il n'a jamais marqué un but à partir des 8e de finale d'une Coupe du Monde. C'est gênant. Pas d'accord, pas d'accord pour Nabil Djellit par rapport à la sortie de Gaïska Mendieta. D'accord avec Gaïska Mendieta pour Dominique Sévrac, compte Twitter de l'équipe du soir. Je compte sur vous. J'ai l'impression que vous nous suivez. Pour à la fois trancher, pour à la fois nous apporter votre humeur sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Président Penaud. Alors là, je vais donner mon point à celui qui, pour moi, a eu les arguments les meilleurs. Pas nécessairement celui avec lequel je suis d'accord. Parce que Dominique, je pars du même point de vue que toi, mais je trouve que les arguments qu'il a employés n'ont pas tellement de sens. Alors que là, il s'est basé sur quelque chose de précis qui était, parce que l'idée, c'est le meilleur joueur du monde. Et le meilleur joueur du monde, effectivement, ça peut être un argument de se dire, il faut qu'il amène son équipe nationale, parce que tous les grands joueurs ont marqué aussi à travers leur équipe nationale, que ce soit Pelé, que ce soit Maradona, que ce soit Zidane, que ce soit Platini. Donc effectivement, de Messi, on peut attendre ça, même si de mon côté, je considère que c'est le meilleur joueur. Mais je sais pas ça que je remets en cause, mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc je donnerai mon point à Nabil. Plus par la qualité des arguments. Ok. Philippe Sansfourche, je donne pas tout de suite la main à Rico Blanco. Mais Philippe Sansfourche, vous êtes plutôt sévracien ou djellitien? Alors moi, je vais être un peu... Kiff pour Rico. Entre les deux. Là, t'es entre les deux. Entre les deux, là. Pour moi, Lionel Messi n'a pas besoin de gagner la Coupe du Monde pour continuer à être aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur la planète football. Ouais. Moi, la question. Voilà. Mais à l'échelle de l'histoire, vraiment, on doit le comparer avec les plus grands qu'on vient de citer, les Pelé, les Maradona, les Platini et Zidane, Cruyff. Même si Cruyff n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais il a été très fort en Coupe du Monde. Je veux dire, on peut pas nous seriner depuis 10 ans sur Zlatan. Il n'est pas invité à la table des plus grands parce qu'il n'a pas marqué en demi et en finale de Ligue des Champions, et pas tenir le même discours avec Lionel Messi en Coupe du Monde. C'est quand même le Graal de la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est à l'aune de la Coupe du Monde qu'on construit la légende d'un champion dans ce sport qu'est le football. C'est la plus grande des compétitions. Donc, qu'il la remporte pas, peut-être pas, mais qui nous fasse rêver. Qui nous fasse rêver. Eric, vous rentrez en jeu, est-ce que vous êtes d'accord avec cette grille de lecture? Juste un bémol, Cruyff 74, c'est l'Ajax qui joue. Donc son club jouait en sélection. Et donc il a brillé pendant la Coupe du Monde, ce que fait un peu moins Messi, puisqu'il joue dans une sélection qui bat de l'aile. D'ailleurs, s'il n'est pas là, ils sont peut-être pas qualifiés. Et il y a toujours eu des problèmes. Mais il est quand même allé en finale de la Copa América, il a perdu à chaque fois au tir au but. Donc, il n'avait pas perdu. Temps réglementaire de la Coupe du Monde, il perd en prolongation. Il n'a pas gagné non plus. À 90 minutes, c'est encore le but de qui marque. Götze qui marque. Mais pour revenir, moi, il n'a plus rien à me prouver. Et beaucoup de gens pensent que... Après, Cruyff l'a pas gagné, Platini l'a gagné 1 euro, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Alors à ce moment-là, donc Pelé, Maradona. Bon, oui, mais Pelé, Maradona, juste... Ce qui restera toujours... Non, mais il y en a qui aujourd'hui dans le débat, et je l'entends, ils peuvent dire que Pelé, Maradona est devant Messi. Moi, je le pense pas pour une seule raison, c'est qu'il a fait 12 ans, 13 ans au plus haut niveau. Des performances à empiler les buts et les passes décisives. Maradona, il a eu 5 ans, peut-être à cause de sa vie, je dirais, et son hygiène de vie, 5 ans de très très bon, ou 6. Pelé, c'est différent, c'est un autre boulot. Et dernière chose, pourquoi la Coupe du Monde avait une valeur, elle a toujours une grande valeur. Mais il n'y avait pas la Ligue des Champions qui a tout vampirisé. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu gagnes pas la Ligue des Champions, là, les mecs, Messi, 34 buts, meilleur buteur européen, Copa del Rey, championnat, on dit que c'est une merde. Mais on peut te retrouver l'argument, là. Attendez. Non, parce que là, je vous mets juste un point sur pause. Aujourd'hui, le critère, le jugement, c'est la Ligue des Champions. Oui, ce sont les critères modernes. Est-ce que ça, c'est un critère qui est audible? Ça, c'est tout à fait audible. Et si tu avais attaqué avec
avec les mêmes arguments que ça, j'aurais peut-être changé mon vote. Parce que voilà, je trouve que ça sont des. C'est en Europe la Ligue des Champions ou c'est dans le monde? Non, mais c'est pas grave. On a l'impression on a l'impression aujourd'hui que la Ligue des Champions, effectivement, a vampirisé absolument tout. C'est-à-dire qu'on juge tout en fonction de ses victoires en Ligue des Champions. Donc Messi, ce qu'il a fait avec Barcelone, parce que pour moi, Messi, il respire le football. Enfin, on va pas dire le contraire. On a tous compris que c'était un très grand joueur. Oui, mais il y a un moment, tu peux pas occulter le fait que même lui, il pleure physiquement, il est en souffrance. Il est en souffrance quand il ne gagne pas avec son pays. Alors, est-ce que ça veut dire... Ouais, mais est-ce que ça veut dire... Alors, c'est vrai que Maradona, il a réussi à faire gagner un pays qui était, entre guillemets, une bonne équipe, mais pas plus. C'est lui qui a porté l'équipe d'Argentine pour gagner la Coupe du Monde. Ce que Messi a pas encore fait. Alors, au niveau de l'Argentine, je pense qu'en Argentine, Maradona est plus grand que Messi, dans l'esprit des aficionados argentins. En revanche, si on regarde au niveau du football en général, c'est vrai que la longévité, c'est quand même un critère capital pour un joueur de très haut niveau. Et ce que fait Messi, c'est aujourd'hui. Dominique Sévrac, je reviens avec l'argumentaire de Philippe Sansfourche. Lorsqu'on compare Messi au géant, c'est un géant, mais au géant, c'est-à-dire Maradona, Pelé, est-ce qu'il peut pas être déconnecté totalement de la Coupe du Monde aussi? Je comprends pas ce débat. On fallait pas ça. Je comprends pas qu'on ramène des breloques, des médailles, des Coupes du Monde sur ce que fait Messi dans sa contemporanéité, ce qui fait là maintenant. Pardon, j'ai pas compris. Contemporanéité. Je le compare pas à Maradona, à Pelé, tout ça. Là, sur la séquence depuis qu'il est joueur, en fait. C'est la question. C'est le plus grand depuis qu'il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se demander combien de Coupes du Monde, de Ligue des Champions. des évidences. Tout ça. Mais non, mais c'est pour ça que je comprends pas votre histoire. Il a coupé les réacteurs. Il faut qu'il emmène son pays pour qu'on puisse. Mais ça changera quoi ce qu'il est fondamentalement? Ça changera quoi à ce qu'il est? Vous allez avoir un regard différent le jour où il aura une Coupe du Monde. Excusez-moi, c'est un truc de malade. Je comprends pas. Moi, vous êtes fous. Si Messi gagne la Coupe du Monde, il enterre tout le monde. Si Messi gagne la Coupe du Monde, il enterre ça va évidemment ajouter un chapitre à sa légende. Oui, bah ouais, c'est un plus. C'est pas ça. On dirait un tournoi de five. Il a pris 800 km d'avance. Mais attends, Dominique, on t'écoute la Coupe du Monde, on dirait un tournoi de five. Mais non, mais qu'est-ce que ça apporte à lui spécialement? Non, mais ça change. Ça va changer sa vie. Ça change rien, il est déjà un monstre. Gagner dans la légende, les gars. Non, gagner la Coupe du Monde pour lui, c'est l'obsession, ça change le regard du monde entier. Et en Argentine, c'est fini, il n'y a plus de débat. Mais je dis sincèrement, j'ai des amis argentins, Messi aujourd'hui, arrête de penser que Maradona... Non, il y a Pichot, il y a Juanimov, il y a Hernandez, des rugbyman qui adorent le football, ils jouent tous. T'as vu Orda Pileta, comment il les a serrés, les Montpellier? C'est le petit Maradona, on l'appelle à casse. Bon, tout ça pour te dire qu'un Argentin en rugby, il est bon avec les pieds. Mais pour terminer, arrêtez de dire que Messi en Argentine, il n'y a pas un mec qui parle, hein. Faut arrêter de croire que Messi, il est tout le temps sifflé, mal aimé. Il a eu des problèmes parce qu'il a pris la position pour défendre son équipe quand ça allait mal, là, en disant aux journalistes, vous êtes tous des cons. On vous parlera plus, on vous donne plus de nouvelles. Mais Messi, il est adulé, il est adoré, il est... tout le monde l'adore. C'est les amis. C'était le débat Messi-Money Time. Un débat sur lequel Dominique Sévrac et Nabil Gélit se sont affrontés. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Mengueta? Est-ce qu'il faut déconnecter... Également l'histoire de Messi, le poids de Messi dans l'histoire, au-delà de la Coupe du Monde. Nabil Gélit, qu'est-ce que c'est que cette tête de chacha? Non mais tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? Mais c'est du macronisme. Il faut gagner la Coupe du Monde. Si t'es pas premier, si tu la gagnes pas, t'es un tocard. C'est sûr, c'est un tournoi de faille la Coupe du Monde. Attention mes amis, on a l'appel de Joël Dominguetti. On passe à Lille qui est maintenu en Ligue 1. Lille maintenu en Ligue 1 par la DNCG, encadrement de Sama Salal, mais possibilité de recruter. Joël, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Je suis là, je vous écoute avec attention. Bonsoir à tous. Bonsoir Joël. Peut-on parler de coup de théâtre, Joël? Non, on peut parler de deuxième chance. Ils ont donné la chance au produit, c'est-à-dire que le club de Lille est modélisé selon un modèle très risqué avec un endettement important et en fait il se finance ou il se refinance en générant ou en espérant générer des fortes plus-values sur les joueurs qu'ils ont achetés et qu'ils espèrent valoriser. Donc c'est un modèle risqué, mais la DNCG, ayant obtenu sur le compte courant, je crois que c'est le Crédit Agricole Nord-de-France du LOSC, 88 millions d'euros déposés par Gérard Lopez, a considéré qu'elle avait les garanties que le club commence la saison 2018-19 et la termine en termes de trésorerie, c'est-à-dire qu'il puisse payer ses salariés et qu'il puisse compenser le manque à gagner qu'il a tous les ans, qui est aujourd'hui, schématiquement, en trois chiffres, 50 millions de pertes d'exploitation, 30 millions de remboursements d'emprunts,
Et là, vu qu'ils ont terminé 17e et qu'ils avaient budgété la 5e place, à peu près 8 à 10 millions de pertes de droits télé. Donc ces 80 millions sont sur le compte. La DNCG a obtenu la garantie écrite qui ne les enlèverait pas sur ce compte courant dans l'attente du prochain rendez-vous à l'automne. Et donc elle considère que le club peut démarrer la saison et la terminer. Effectivement, il y a un endettement important, mais au moins ils ont la garantie. C'est le raisonnement de Jean-Marc Michler, la garantie qu'ils termineront la saison en termes de trésorerie. Encadrement de sa masse salariale, mais possibilité de recruter. Cher Joël, est-ce qu'on peut attendre de Lille d'abord beaucoup de ventes? Est-ce qu'on peut attendre de Lille? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Beaucoup de ventes, beaucoup de cessions de joueurs là. Ah, c'est pas qu'on peut attendre, c'est que ils ont l'obligation. D'abord, ils l'ont budgété, presque entre 80 à 100 millions d'euros de ventes sur la saison. Donc ils sont obligés de vendre, c'est leur modèle économique. Mais en revanche, la DNCG a considéré que cette fois-ci, pour ne pas les restreindre, il fallait les autoriser à pouvoir acheter des joueurs et ensuite ils pourront revendre les joueurs qu'ils estiment à forte plus-value pour générer des profits et s'autofinancer et refinancer en fait leur manque à gagner. Joël, oui, allez-y Joël, pardonnez-moi de vous couper parce que je voulais vous relancer mais je vous écoute. Non mais je vous en prie. Simplement, ils ont refinancé une partie de leur dette. C'est ce qu'on peut imaginer, c'est que Elliott Management, qui est le fonds vautour qui les a financés, va sortir à moyen terme au profit d'un autre actionnaire ou d'un autre investisseur qui lui aura des taux beaucoup moins oppressants, parce que Elliott prête à hauteur de 20%, et peut-être que la dette a été rééchelonnée sur une plus longue durée. Voilà. C'est aussi le deuxième élément que la DNCG nous a dont la DNCG nous a informé tout à l'heure. Vous m'avez parlé de 80 à 100 millions de recettes de ventes engrangées. 80 à 100 millions de recettes. Tous les joueurs sont à vendre parce qu'ils n'ont pas Neymar, ils n'ont pas Cavani dans leur équipe quand même. C'est pour ça que je parle d'un modèle très risqué et j'ai pas eu l'impression que Jean-Marc Michler était extrêmement convaincu par le modèle, mais encore une fois, il laisse une deuxième chance au LOSC car il a obtenu des garanties que son prédécesseur en qualité de président de la NCG n'avait pas demandé en janvier 2017. Et donc, lui, il estime que à partir du moment où il termine la saison, on va voir si leur modèle peut fonctionner et si, avec leur réseau, avec les réseaux de Luis Campos, avec leur stratégie de trading de joueurs, ils peuvent engranger les profits qui sont susceptibles d'engranger pour se financer. Ok, c'était Joël Dominguetti en direct du plateau de l'équipe du soir. Merci, on vous lit évidemment, goulûment, assidûment, demain, dans le journal L'équipe. Un commentaire, Hervé? Oui, ça fait un peu peur. Parce que déjà 80 à 100 millions sur les ventes, mais ils vont vendre tout l'effectif, quasiment. J'exagère, mais je suis pas loin. Donc ça veut dire que l'année prochaine, ils ne pourront pas participer à la Ligue 1 de manière compétitive. La DNCG avait le couteau sous la gorge et voulait pas se rendre immédiatement responsable du licenciement et de dizaines de personnes et d'un dépôt de bilan. Mais dans les faits, il n'y a aucun problème qui est réglé, c'est la course à l'échéote, c'est-à-dire qu'on va échelonner la dette. Et quand Joël parle du rachat d'un autre fonds, qui comme par hasard va être un fonds qui va faire des taux moins importants. Un peu moins importants. Parce qu'il y a plus de garanties peut-être là pour que Lille... Non mais ils vont quand même tenter d'aller jusqu'en 2020, les droits télé qui vont monter. Il y a quand même cette carte. C'est ça qui les sauve. Et après je pense qu'ils peuvent quand même vendre sans vendre toute l'équipe. C'est 2 saisons. Pour 35 millions. Non mais ils veulent vendre 80 à 100 millions. Non mais on peut dire les vendre les joueurs à vendre. La première année. Pépé, tu peux le vendre. Non mais la première année. Amadou, Thiago Maia, Thiago Mendes, Bissouma, Pépé, je sais pas, je pense qu'ils vont peut-être le conserver, mais rappelons quand même. Enfin, si Pépé se retrouve avec une équipe où il y a que des joueurs qui ont 20 ans, 21 ans. Pour nos téléspectateurs, qu'ils ont pris aussi un VRP, Campos, qui est conseiller ou le directeur sportif, appelez ça comme vous voulez, qui est considéré comme un génie de la revente. Enfin, en général, les coûts de Campos, ils coûtent cher également les joueurs. C'est pas des joueurs qui sont achetés à 200 000 euros. Oui, mais les joueurs qui sont plus de 10 millions d'euros pour Thiago Maia. Ça serait bien que la Ligue 1 commence à 20 et finisse à 20. Parce que si on perd Lille au milieu de saison, pour moi, ça fausse un peu tout. Mes amis, adieu les commentaires.